on m'a demandé, quand on m'a parlé de la Fuck Up Night, j'ai tout de suite pensé à Sandrine et Yann, et manque de bol, Christian Marion a pensé à moi. Je ne suis pas sûr que ce soit très flatteur, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Donc je vais vous raconter l'histoire de ma petite aventure qui a eu lieu entre 2007 et 2010. Vous allez voir, c'est drôle, enfin, surtout pour vous, parce que pour moi c'était un peu moins drôle. Et donc j'ai préparé quelques petits slides pour vous raconter cette histoire-là. En 2003, c'est un peu vieux, mais j'ai rejoint une petite boîte d'informatique qui développait des logiciels. Et on a travaillé comme des damnés pendant 3 ans pour essayer de sortir cette boîte un peu de l'ornière. On a travaillé quelque part entre 10 et 12 heures par jour pour gagner 1500 € brut par mois. On était une petite société de 15. Et quand en juillet 2006, on s'est dit que vraiment on était très fatigué, on a décidé de la vendre. On l'a vendu pour quelques dizaines de milliers d'euros, quelques petites dizaines de milliers d'euros, vraiment rien de tonitruant. Et on était vraiment tous très fatigués. Et à ce moment-là, j'aurais bien aimé que ce soit mon plus gros échec à vous raconter, mais malheureusement, il y a eu le suivant. C'est celui dont je vais vous parler maintenant. Donc entre juillet 2006 et puis décembre 2006, j'ai fait du sport, je me suis occupé de ma femme, j'ai fait les courses, j'attendais que ça se passe. Et puis début janvier 2007, il était 11 h du matin, je dormais, normal. Et puis j'ai un coup de fil. Et j'ai un monsieur qui m'appelle et qui me dit, voilà, je cherche quelqu'un de formidable pour une opportunité irrésistible. Et je lui dis, quelqu'un de formidable, je sais pas, l'opportunité irrésistible, je suis plutôt là. Et il me dit, voilà, je rachète une boîte qui s'appelle Callpack. Et comme moi j'avais un passé en informatique, télécom, etc., Callpack, ça ressemblait vraiment à quelque chose que je pouvais connaître. Et il me dit, je veux absolument vous rencontrer. Et l'après-midi même, c'était un jeudi, je m'en souviens très bien, je vais dans son bureau, dans le 8e arrondissement de Paris, j'arrive dans un fonds d'investissement magnifique, et je rencontre un gars absolument phénoménal, qui était un monsieur de 65 ans, qui commence à me raconter qu'en fait la boîte s'appelle pas du tout Callpack, elle s'appelle Coldpack, petite différence de toi, et il me raconte, ce monsieur-là, qu'il s'apprête à racheter une société américaine qui fait des sacs plastiques isothermes. Alors là, tout à coup, les sacs plastiques isothermes, je me suis dit que j'aurais été mieux au fond de mon lit. Et le gars a une aura absolument incroyable, c'est-à-dire que, encore une fois, ce monsieur de 65 ans commence à me parler de ces sacs plastiques et à me raconter qu'il a un brevet, enfin qu'il a spoté une boîte aux États-Unis, qui a un brevet qui vient de Berkeley, qui va révolutionner le monde de l'isotherme, que je connaissais bien sûr par cœur, comme vous à peu près. Et le gars, au bout d'une demi-heure, s'arrête et me dit, bon, mais je vous parle, mais est-ce que c'est susceptible de vous intéresser? Et là, je ne sais pas ce qu'il m'a pris, je dis, en fait, curieusement, oui. Parce que vraiment, il avait un bagou incroyable. Et donc, il continue à me raconter sa vision de l'isotherme, du polystyrène, du polyuréthane, auquel, bien sûr, je ne comprenais rien. Et tout à coup, il sort l'argument massu, enfin, il y en avait deux. Il dit, pour acheter cette boîte, je vais lever 10 millions d'euros. Et ensuite, il me dit, et pour faire tout ça, je vais vous donner un salaire. Et alors là, je me dis, un salaire, c'est trop génial. Et donc, je commence début janvier à travailler pour Callpack avec, grosso modo, un salaire. Donc ça, c'était super, ça m'aidait à me lever tous les matins. Tout à coup, je retrouve un peu le respect de ma femme, etc. Enfin, que des trucs super. Et je commence à travailler, direction marketing et commercial, un peu classique, avec une première génération de produits qui étaient fabriqués à San Diego, en Californie, qui étaient, grosso modo, c'est des sacs un peu plastiques, qu'on gonfle, et le fait de les gonfler, ça fait un isolant super génial. C'est ça le Et puis il faut commencer à staffer, parce qu'à l'époque on était 4 dans la boîte, il y avait le président dont je vais parler, le directeur général qui faisait office de directeur technique, moi directeur commercial et marketing, vice-président et un stagiaire. Donc voilà, on est 4. Donc on sent qu'on est tous directeurs de quelque chose et que ça va le faire, quoi. Et puis, on commence à travailler avec cette première génération de produits, voilà, en ayant levé nos millions d'euros, et puis en rachetant cette boîte-là, et puis tout à coup c'est un peu chic parce que c'est un brevet de Berkeley, donc quand on raconte l'histoire, on peut la raconter un peu joliment. Et puis tout à coup, on ne sait pas ce qui se passe, on rencontre Dupont de Nemours. Dupont de Nemours, numéro 1 de la chimie dans le monde, et Dupont de Nemours nous dit, votre brevet est absolument génial, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer une deuxième génération de produits avec vous, avec laquelle vous allez faire plein de trucs géniaux. Bon, nous, les trucs géniaux, on adore, donc on est complètement d'accord. Et là, on fait, vous allez voir, à peu près ce qu'on fait le mieux. On fait un COMEX, hein, bien sûr, donc on fait à 4. Dans le COMEX, on fait ce qu'on fait le mieux, on se dit, faut y aller. Et puis, on fait encore une fois ce qu'on fait le mieux, on signe un accord de développement avec Dupont de Nemours.
Bon, très bien, c'est un peu l'avion de chasse, justement, du Pont de Nemours commence à travailler, le DG qui était direction technique également commence à travailler, etc. Et puis un jour, on croise Chronopost. Et puis Chronopost nous dit, mais votre truc c'est vraiment génial, on va envoyer de la nourriture grâce à Internet et on va permettre de donner une solution logistique aux gens qui envoient cette nourriture grâce à Internet, avec la température dirigée, un peu frais, etc. Donc ça arrive frais dans vos frigos. Nous on dit, bah ouais, super, on a qu'à complètement faire ça, et là on croise Air Liquide. Air Liquide, numéro 1 des gaz dans le monde, et le gaz, pour nous ça fait le froid, parce que c'est la neige carbonique. Et donc on se dit, bah on a, nous pour l'emballage, très intelligent avec notre beau brevet, on a Chronopost pour le transport, on a Air Liquide, on va faire une marque commune. Et donc on crée Chronotep, une marque commune, et nous, microscopique microbe, justement, on s'allie avec ces deux géants-là, et les 150 commerciaux de Chronopost et les 250 commerciaux d'Air Liquide. On prend notre petit baluchon et on commence à se balader en France pour faire tout ça. Et donc on va voir des gens, on décide aussi de faire un peu de lobby pour obliger les gens qui envoient en agroalimentaire frais à utiliser des solutions un peu similaires à la nôtre, donc on dépense encore un peu d'argent sur le lobby, etc. Mais c'est un plan qui se déroulait à peu près sans accroc. Seul petit X, c'est qu'en fait on vendait pas. Parce que notre solution, bah, elle était bien, mais elle n'était pas non plus parfaite, elle était un peu chère, elle était un peu ceci, un peu cela. Et là, par chance, on croise l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et l'OMS nous dit, mais votre truc, c'est vraiment génial, il faut absolument qu'on envoie ensemble des médicaments à l'autre bout de la pampa. Alors on se dit, bah ouais, on n'a qu'à faire ça, et l'OMS nous dit, bah, il faut faire des sacs à dos avec un isotherme à l'intérieur, que ce soit pliable, que ce soit naufragile, que ce soit ceci, que ce soit cela. Et nous on se dit, bah carrément, on a trop envie de faire ça, et pour aller faire les sacs à dos, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir Decathlon. Et Decathlon nous dit, les gars, vous n'avez rien compris, votre marché c'est pas la barbaque, ni les médicaments, votre marché c'est l'outdoor. On va mettre votre isolant thermique dans les tentes, dans les matelas et dans les vestes pour aller en haut du Kilimandjaro. Et voilà, c'est un bon plan, ça nous plaît bien, c'est un super plan. Et donc en gros, l'idée c'est que quand il fait froid, on gonfle l'isolant, on est bien chaud, un peu comme les oiseaux l'hiver qui gonflent leur bulle, puis quand il fait chaud, on dégonfle l'isolant et puis on accroche l'eau. Et là, Decathlon nous dit, il faut absolument qu'on fasse ça ensemble. Alors, on réfléchit au truc, on fait un COMEX. Dans le COMEX, on dit, il faut voir plus grand. Et puis on signe un accord de développement avec Decathlon, bien sûr, parce qu'on adore signer des accords de développement. Et donc nous voilà avec deux projets, et puis, enfin trois quasiment, du Pont de Nemours, Chronotep et puis Decathlon. Et puis, ben, mine de rien, en fait, on n'arrivait pas trop à vendre quand même, parce qu'on n'avait pas trop de choses. Mais on avait beaucoup de traction, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous appelaient, etc., etc. Et puis on se dit, le problème de l'industrie quand même, c'est que quand vous faites un test run pour créer du film, ça coûte 200 000 € de faire 5 bobines de film. Donc effectivement, nos 10 millions d'euros, au final, ils commençaient à aller un peu fort, et puis comme on se payait tous comme des mineurs, enfin de caricature, mais au final, tout ça était un peu gênant. Et donc on se dit, bon, on va faire la deuxième chose qu'on fait le mieux possible, on va lever 10 millions d'euros. Et donc on lève 10 millions d'euros de plus, donc on en était à 20. Et on y arrive parce que quand on est une toute petite structure et qu'on parle d'un deal avec du Pont de Nemours, avec Chronopost, avec Decathlon, etc., bah en fait, l'investissement, il suit généralement. Et puis, donc on commence à travailler là-dessus, on staffe un peu, hein, c'est-à-dire que maintenant on a besoin d'avoir plus de gens qui viennent bosser avec nous, on crée notre petite armée un peu tranquille pour travailler. Et puis on y va, on continue à essayer de vendre notre truc, on continue notre projet avec Decathlon, on continue notre projet avec l'OMS, on continue tout ça. Et puis un jour, aux États-Unis, on croise Ford. Et Ford nous dit, vous êtes complètement trompé de marché, c'est pas ça qu'il faut faire, faut pas faire la barbaque en France, faut pas faire les médicaments de l'OMS, faut pas faire les vestes du Kilimandjaro, il faut faire l'isolation des 80 millions de voitures qui sortent chaque année des chaînes de production. Et là, nous on se dit, bah ouais, il faut carrément faire ça, quoi. On avait hyper envie de le faire, parce que 80 millions de voitures, c'était quand même beaucoup, et c'est plus léger, c'est mieux, etc. Et donc on fait un COMEX, on se dit, il faut voir plus grand. On signe un accord de développement avec Ford, et puis on commence un nouveau projet. Voilà, donc on recrute, hein, etc., etc. Ça a l'air bête comme ça, mais à l'époque, on réfléchissait beaucoup à ce qu'on faisait, et on trouvait que c'était une bonne idée. Donc nous voilà avec notre 5e projet, je crois, à travailler, et puis, comme tous les autres, c'est un beau projet, mais c'est un peu long, quoi. C'est un peu long, parce que grosso modo, pour passer les tests de crash, de machin, de ceci, de cela, ça veut dire qu'on pourra sortir avec la Ford Focus de 2030, quoi. Mais on y croit parce qu'on se dit c'est sympa, du Pont de Nemours travaille sur notre produit, on travaille avec eux, on va le sortir, on était parti pour que ça sorte au bout de 8 mois.
Après, ça a été 1 an. Là, on en était à 1 an et demi à peu près, puis ça sortait pas. Mais on a confiance, parce qu'on est dynamique, et puis on est content, et puis on a levé 20 millions d'euros, donc on est un peu les rois du monde dans les dîners parisiens. Voilà. Et puis, on avait quand même un problème majeur, c'est qu'on prenait pas beaucoup de commandes. Mais bon, les commandes c'est vulgaire au final, parce que bon, comme on a levé de l'argent, on s'en fout un peu. Et puis on a des super projets, donc on est vraiment hyper contents. Et puis, un jour, on croise Saint-Gobain. Et là, Saint-Gobain nous dit, vous vous êtes trompé de marché, il ne faut pas envoyer de la barbaque en France, pas des médicaments avec l'OMS, pas de veste du Kilimanjaro, pas de porte de bagnole, c'est complètement débile. Le vrai Graal, c'est la construction. Numéro 1 mondial, Saint-Gobain, numéro 1 mondial du matériau de construction. Et là, c'est un marché de centaines de milliards. Hein. Et nous, on dit, bah, bien sûr, c'est la construction. Alors, on fait un COMEX, on est un peu plus nombreux maintenant, COMEX. On se dit qu'on va faire ce qu'on sait faire, on va voir plus grand. On se dit qu'on va faire encore ce qu'on sait faire, on va signer un accord de développement, et on signe notre accord de développement avec Saint-Gobain. Et là, quand même, le truc se complique, parce qu'au final, on en était à 20 millions. C'était sympa, on avait des super perspectives, mais notre produit, notre deuxième génération de produits, finalement, celle qu'on développait avec du Pont de Nemours, pour laquelle dont on avait besoin pour faire tout ça, et ben, elle ne sortait pas vraiment. Et donc, ça commence à nous tendre un petit peu, etc. Et tout à coup, on se dit, bon, bah, il n'y a qu'une solution, il faut se taffer. C'est-à-dire qu'on n'est pas assez nombreux. À un moment, on a besoin de développer, on a besoin d'aller plus vite, etc. Qu'est-ce qu'on fait? La deuxième chose qu'on fait de mieux, on lève 10 millions d'euros. Et forcément, on peut l'élever, puisqu'on a toutes ces références-là qui fonctionnent bien. Et donc, on en est à 30, là, quand même. 30, ça fait beaucoup, parce que ça va très très vite, hein, les rouleaux, etc. Et puis, comme les rouleaux, en fait, on n'arrivait pas à bien les faire, bah, on les stockait dans le hangar qu'on avait acheté, parce que bien sûr, louer, c'est vulgaire. Et le hangar, c'est la meilleure partie, parce que ça, on l'a revendu. C'est le seul truc qu'on a revendu. Et donc, voilà, donc on en est à 30 millions. Et à 30 millions, honnêtement, on sent la pression qui monte un peu, quoi. C'est pas les nôtres, hein, les millions, mais au final, on sent que les conseils d'administration commencent à se tendre un petit peu. Et puis, un jour, on arrive au bout de nos 30 millions. Et arrivé au bout de nos 30 millions, tout ça est beaucoup moins drôle. On était quand même une armée, là, hein, concrètement, dans la boîte. En France, on devait être une petite vingtaine, aux États-Unis une trentaine, donc on devait être entre 45 et 50, donc c'était quand même un certain nombre de salaires à verser. Bien sûr, maintenant, quand on regarde dans le rétroviseur, on se dit c'est surdimensionné, mais à l'époque, on était vraiment à fond. Et donc, avec cette petite armée, on se dit, bon, on va y arriver, et puis on arrive surtout au bout de nos 30 millions. Et on a créé ce qu'on appelle une bulle. C'est-à-dire que tout le monde investissait sur nous, tout le monde pariait sur nous parce que les autres le faisaient et parce qu'on avait cette notoriété-là qui permettait de le faire dans un monde assez fermé aux startups originellement, qui est l'industrie, finalement il y en a assez peu. Et un jour on est tombé dans le trou noir, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'on arrivait au bout de cet argent-là. Et donc là, le directeur général, qui était aussi directeur technique, est mis sur la touche et on propose la direction générale de l'entreprise. Moi je suis content, j'ai un salaire, c'est assez chic, j'y vais, mais en fait j'ai pas de baguette magique, quoi. Arrive le premier conseil d'administration de cette nouvelle ère, et puis j'arrive au conseil d'administration et je dis bon bah en fait faut pas se voiler la face, on a raté des trucs, il n'y a qu'une solution, il faut virer tout le monde ou presque, on garde une petite entité technique et marketing pour savoir quel produit on développe sur quel marché, et puis accessoirement pour faire ça, j'ai besoin de 5 millions de plus parce que comme on n'a plus d'argent, c'est gênant quand on n'a plus d'argent. Et le conseil d'administration dit bah non, on va pas faire ça parce que comme on a déjà mis 30 millions et puis qu'on a des projets, bah on va pas faire ça. Bon, alors je rentre dans mes pénates et puis je me dis bah on va essayer. Et puis 2 mois après, nouveau conseil d'administration. Et puis je dis bon bah là j'ai vraiment bien travaillé, on a une bonne idée. Ce qu'il faut faire c'est virer tout le monde, garder 5 personnes, une petite entité marketing et puis technique pour savoir les marchés qu'on va adresser. Et puis il faut lever 5 millions parce qu'on les a pas cet argent-là. Et puis le conseil dit bah non, on va pas faire ça, c'est un bon plan, mais on va pas faire ça parce qu'on a déjà donné 30 quoi. Bon, très bien. Troisième conseil d'administration, tout ça en 6 mois, hein, finalement assez court. Notre produit il sortait toujours pas, on n'avait pas de solution miracle, on avait les rouleaux qui s'entassaient dans notre forteresse là, et puis parfois on jouait avec, mais on n'avait pas le droit. Et au final, troisième conseil d'administration, je dis bon bah moi j'ai vraiment une solution là, il faut virer tout le monde, faire une petite entité marketing et technique pour savoir quel marché on va cibler. Et puis, il faut lever 5 millions, parce que là, on n'a plus de sous, quoi. Et le conseil d'administration dit, bah non, on va pas faire ça. Et puis je dis, oui, mais si on fait pas ça, moi, je sais pas le faire. Et là, le conseil d'administration me dit, bah non, effectivement, vous savez pas le faire, au revoir, monsieur. Alors, je regarde un peu derrière moi, puis c'était bien moi qui parlais.
Et donc en fait, je me suis fait sortir en plein conseil d'administration, ce qui est honnêtement assez drôle quand on y pense maintenant, sur le moment beaucoup moins marrant, parce que c'était un peu agaçant. Alors bien sûr, comme à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose de catastrophique ou quelque chose de formidable, bah, j'appelle ma femme. Et puis, je lui explique que vraiment tout ça est scandaleux et que vraiment j'ai fait tout ce que je pouvais et que ce soir je récupère les enfants, donc faut pas qu'elle s'inquiète. Et puis quand même, je devais être un peu énervé, donc je pose mon téléphone sur ma moto, puis je démarre. Et puis j'arrive chez moi, j'avais plus de job et plus de téléphone. Donc c'était vraiment la journée fuck up telle que vous pouvez l'imaginer. Donc tout ça pour vous dire qu'au final, ce jour-là, le monde dans lequel moi j'étais s'est un peu écroulé. Parce qu'au final, bah, on recrute des gens et puis on les emmène à un endroit et puis cet endroit on n'y arrive pas. Et ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai appris 4 choses dans cette aventure-là. La première, c'est que autant quand on n'a pas l'argent, on ne peut pas développer une boîte, autant quand on en a trop, on la développe mal. Ça, on l'apprend à l'école. C'est-à-dire que tout le monde le sait. Vous le savez, même si ça vous est jamais arrivé, je le savais avant de le faire, etc. Et pourtant, on a fait cette erreur-là. Et on fait cette erreur-là parce qu'on est dans une espèce de dynamique, enfin vous voyez l'histoire du tourbillon, je vous l'ai fait un peu romancer, mais au final les faits sont là. Voilà, quand on a trop d'argent, on fait des erreurs, on fait trop de projets, on fait trop de choses. Ça c'est la première leçon. La deuxième leçon, c'est que les projets de développement technique ou les accords de développement technique ne sont pas des projets d'acquisition client. C'est-à-dire que tout ce que vous développez pour le faire à 1 an, à 2 ans, à 3 ans, à 5 ans, c'est génial, mais c'est pas ça qui vous donne des commandes. Et ça, encore une fois, ça a l'air bête, vous le savez tous, comme moi je le savais avant de le faire, et pourtant on a foncé dans ce panneau-là. La troisième chose, c'est la notion de pivot. Moi j'adore la notion de pivot, parce que dans les conférences, tout le monde nous parle de ça tout le temps, il faut absolument pivoter pour changer un peu son offre, etc. Nous on a pivoté, je sais pas, 6 fois peut-être. Et en fait, il n'y a aucun de ces trucs-là qui était vraiment un pivot. Parce qu'on fuyait sans doute un peu vers l'avant, avec des projets tous plus beaux les uns que les autres, en ne solutionnant pas le problème numéro 1, qui était le problème technique de notre matériau de demain. Et en fait, on a créé une bulle, enfin on a créé, ou on s'est laissé créer, ou on a foncé dans la bulle, je ne sais pas très bien comment on a réagi, mais en tout cas, on n'a pas assez réfléchi. Et on a créé une bulle dans laquelle on s'est dit, bah, tout le monde va dépenser de l'argent, on va y arriver, et comme on recrute plein de gens géniaux, c'est facile de recruter les gens quand on a de l'argent, il suffit de le prendre avec leur salaire, on rajoute 20%, puis on fait venir tout le monde, hein, ça marche très très bien. Et au final, bah, on n'a jamais vraiment pivoté cette boîte, ou on ne s'est jamais vraiment arrêté en se disant ça suffit. Et la dernière chose que je voulais partager avec vous, et c'est la réflexion la plus importante de mon point de vue, c'est que à un moment, moi j'ai su qu'on allait dans le mur, parce que quand même on n'est pas complètement aveugle et on voyait bien ce qui se passait. Et la seule fois où j'ai essayé d'en parler, je me souviens très bien, c'était le jour d'une de mes évaluations, où j'ai mis un doute sur notre capacité technique à sortir le produit. J'ai eu tous les regards qui se sont tournés vers moi, et tout le monde se disait, ce gars-là, il n'y croit plus. Et bien sûr, c'est très gênant, parce que si on n'y croit plus, on se fait sortir. Si on se fait sortir, on passe à côté de plein d'opportunités formidables, etc. Moi, j'avais très envie de garder mon job. Et ce jour-là, je me suis tu. C'est-à-dire que j'ai senti... honnêtement, je ne sais plus bien ce qui est de la romance ou quoi, mais quand j'essaie de me faire plaisir à moi-même, je me dis, bon, bah, j'ai pas pu défendre mon point de vue, ils étaient tous un peu débiles. Et en fait, la vérité, c'est que je crois qu'à un moment, je me suis tu. C'est-à-dire que j'avais l'intuition du fait qu'on n'allait pas y arriver. J'ai pas su le dire, et au moment où j'aurais dû le dire, j'ai pris le réflexe de la grosse boîte. C'est-à-dire le côté un peu politique où chacun gère son précaré. Et où ce jour-là, j'aurais dû me lever et me dire c'est pas possible, c'est sympa, tout ce qui est OMS, Ford, Saint-Gobain, etc. Mais on n'y arrivera jamais. Et je ne l'ai pas fait. Donc ça, c'est une erreur. Et en fait, cette erreur-là, on est tous susceptibles de la faire. Parce que l'intuition de savoir si votre business il va marcher ou pas, en fait, vous l'avez. Vous l'écoutez plus ou moins, etc. etc. Mais en fait, vous savez. Parce que, alors, on n'est jamais à l'abri d'un coup de bol. C'est-à-dire que s'il y a un de ces projets-là qui avait marché, bah, mon intuition, je l'aurais mise dans ma poche et puis j'aurais dit, je ne l'ai jamais eu. La vérité, c'est que je l'ai eu. Et donc, ce sur quoi je voulais témoigner ce soir, c'est vous dire ça. C'est que, à vous qui peut-être montez des boîtes, ou suivez des boîtes, ou participez à des boîtes en construction, à un moment, vous savez si ça va marcher. Et il faut juste savoir entendre ce message-là, ce que typiquement, bah, moi, j'ai pas su faire. Alors je termine sur une bonne note, et après j'ai fini, c'est promis André. Je termine sur une bonne note, c'est que l'histoire c'est que donc mon téléphone portable va le dingue, et puis ce soir-là, donc un peu énervé, je vais sur mon ordinateur, je tape sur internet téléphone portable perdu Paris, et puis rien ne sort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de site sur les objets trouvés. Et puis par chance, bah, j'ai fait une boîte sur les objets trouvés qui a duré 6 ans et que j'ai revendu en janvier de l'année dernière. Voilà. Donc tout n'est pas perdu, il faut y aller, mais il y a quand même quelques bonnes leçons à tirer de ce cas. Merci.